Honnêtement, aujourd'hui, je sais, enfin, je sais pas coder de modèle, je sais pas, voilà, créer une database de plusieurs milliers de dimensions. Je sais pas, voilà, les conférences d'NVIDIA, je comprends pas toujours tout. J'essaye justement au fur et à mesure de me former, mais je comprends pas tout et c'est pas mon domaine d'expertise. Par contre, du coup, là où vraiment je suis devenu extrêmement bon, là où j'ai passé beaucoup plus de temps que n'importe qui, c'est sur l'utilisation des IA, connaître quel type d'IA existe, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment fonctionnent les modèles, etc. Justement, j'ai le point de vue de quelqu'un qui n'est pas technique, et ben je peux l'expliquer et le comprendre de la même manière que les personnes qui ne sont pas dedans. Et donc parfois, je peux même mieux l'expliquer que quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus le cœur technique. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et Success Story Data. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec Charlotte un invité très spécial. Il s'appelle Théo. Il est très jeune. On a trouvé que c'était super important de faire ce podcast pour à la fois prouver aux personnes très jeunes qui se disent qu'elles préfèrent suivre un parcours linéaire, bah, qu'on peut le faire avec aussi en parallèle bah, l'entrepreneuriat et que bah, c'est dédié à tous les âges. Donc voilà. Bonjour Charlotte, je te laisse te présenter. Bonjour Émilie, bonjour Théo. Comme l'a dit Émilie, c'est aujourd'hui on a le plaisir de recevoir disons, un influenceur en intelligence artificielle avec plus de 25 000 abonnés sur LinkedIn. Il a clairement captivé l'attention de, disons, nombreuses personnes, des jeunes et des non-jeunes. Du coup, Théo, je te laisse te Et donc, moi, présenter. je m'appelle Théo Leblanc, je suis un créateur de contenu et entrepreneur de 16 ans. J'ai pour mission de rendre l'IA accessible à tous. Donc pour ça, je crée du contenu sur LinkedIn, bientôt sur les autres plateformes également en vidéo. J'ai un podcast et je lance lundi, dans quelques jours au moment du tournage, la plus grande communauté francophone sur l'IA pour rendre l'IA libre à tous, qui s'appellera Fria. Pour permettre à n'importe qui de se former, d'avoir accès à différentes choses comme des news personnalisées journalières, un accès gratuit à mi-journée grâce à une petite combine, enfin ce genre de choses. Super intéressant. Déjà, j'ai une idée qui me trotte à l'esprit, c'est enfin une question plutôt. C'est pourquoi t'être lancé dans l'IA? Pourquoi l'IA Ouais, et pas autre chose? ça fait quelques années que je sens le truc, ça fait quelques années que je vois le machine learning, le deep learning, etc., que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais bah forcément, quand tu as 12-13 ans, que tu sais pas coder, c'est d'ailleurs un de mes grands regrets de ne pas avoir appris à coder, mais quand tu sais pas coder, que tu vois le machine learning, le deep learning, etc., que c'est un peu complexe, tu peux pas faire grand-chose. Voilà, allez, déjà quelques années, ça coûtait extrêmement cher, fallait avoir des équipes de vrais ingénieurs qui étaient spécialisés, etc. C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc j'ai un peu délaissé ça, et en tout temps, j'ai eu différentes activités entrepreneuriale. Et en décembre 2022, en fait, j'ai eu quelques petits problèmes, on va dire, sur LinkedIn. Je me suis fait un peu escroquer, voilà, là-dessus. Petit truc. Et j'ai cherché comment est-ce que je pouvais améliorer mes contenus parce que plutôt que du coup de rester dans cet échec-là, j'ai cherché comment est-ce que je peux en profiter. Voilà, j'ai eu un down, j'ai en profité pour m'améliorer et aller encore plus haut. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert, je me suis vraiment formé au storytelling, ce qui m'a permis derrière de vraiment améliorer grandement la qualité de mes posts, de toucher beaucoup plus de monde. Mais également, c'est là où je me suis replongé à fond dans l'IA et depuis, j'y passe plusieurs heures par jour. J'aime bien dire que je suis en apnée, que je suis j'ai toujours pas retrouvé la surface. Depuis, je suis encore en apnée tous les jours à passer plusieurs heures dessus. Waouh. Alors Théo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que du coup, on se demande bien, enfin en tout cas, moi je trouve que t'es très jeune pour parler d'IA déjà, donc je voudrais savoir, est-ce que tu peux un peu dérouler ton parcours avant Ouais. cette initiative d'IA? Ouais, bah déjà faut savoir pourquoi est-ce que je me suis lancé aussitôt, etc. Je le sais, j'ai énormément de chance. Je suis né dans une famille assez aisée de parents entrepreneurs, donc qui m'ont aussi poussé dans cette direction-là, qui m'ont montré enfin depuis que je suis jeune, je suis exposé à l'argent, à la manière justement de le gérer, d'apprendre, voilà, à gagner de l'argent, à savoir ne pas dépenser dans n'importe quoi, etc. Apprendre, se former au fur et à mesure. Donc forcément, ça m'a un peu orienté vers cette voie-là. Mais quand j'étais plus jeune, je voulais devenir écrivain. Je voulais devenir un écrivain de fiction, savoir que j'ai aussi mon cousin qui est un grand écrivain, Florian Zeller, donc, qui est D'accord. aujourd'hui l'auteur vivant le plus joué en termes de théâtre, etc., qui a fait adapté en film derrière, etc. Donc je voulais devenir écrivain de fiction, j'ai lu énormément de fiction, c'est ce qui m'a un peu sauvé dans mon enfance. Mais je me suis rendu compte aussi à la lecture d'un livre économique, c'est une bande dessinée, que par rapport à mes ambitions, par rapport au fait de vouloir accomplir de grandes choses, de marquer mon nom dans l'histoire, révolutionner l'éducation dans le monde, qui est mon objectif de vie actuellement. Être écrivain, ça allait être compliqué parce que c'était compliqué d'atteindre ces niveaux-là. Et donc, une autre voie, autre chose qui me passionne aussi, c'était créer des projets, enfin, transformer la réalité avec mes idées, voir mes idées prendre forme en vrai.
et c'était donc pour ça l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé, du coup vers mes 12 ans avec le confinement, enfin 12 ans, 12-13 ans avec le confinement, j'en ai profité aussi. C'est aussi le moment où mon grand frère s'est lancé, donc ça m'a un peu donné, ce petit coup d'ego de me dire, «Ah j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire mieux que lui». Mhm. Donc j'ai commencé à me former, mais j'avais pas d'argent à l'époque, donc bah, je tentais de me former un peu gratuitement, tester différentes choses, tester un peu les business à la mode, le dropshipping, l'affiliation, ce genre de choses. Je vais être très clair, pendant 3 ans, j'ai quasiment pas gagné de thunes. Enfin, à la fin, j'en ai gagné un peu. J'étais dans les NFT, dans le Web3, à faire du flipping de NFT. Donc, c'est en fait se débrouiller, enfin, faire de l'achat-revente, globalement. Ouais. J'ai fait un peu d'argent, mais c'était pas fameux non plus. J'ai pas vraiment développé. J'ai développé un peu de réseau, mais pas assez de compétences sur du long terme. Et ensuite, je me suis lancé sur LinkedIn en mars, enfin, fin mars, début avril 2022, où j'ai commencé à publier, enfin, sur les conseils d'Ulysse Lubin, où j'ai commencé à publier derrière tous les jours où je parlais. Au départ, je parlais un peu de SMMA, je parlais un peu de mes différents challenges personnels, de ce que je pouvais apprendre, etc. Donc au départ, je flopais complètement. Mes premiers posts font 200 vues, ils sont encore dispo sur mon profil avec un pauvre like, ma mère. J'ai commencé comme ça, à poster tous les jours. J'ai demandé des conseils aux, du coup, aux grands créateurs sur la plateforme, à Benoît Dubos, à Ulysse Lubin, qui m'ont aidé. Notamment, du coup, grâce à eux, j'ai fait mon premier post à 10 000 vues après 3 semaines, enfin 3 semaines, un mois. C'était vrai, j'étais comme un fou. Alors qu'aujourd'hui, 10 000 vues, ça paraît rien, mais c'est un flop aujourd'hui, donc c'est marrant. Mais j'étais comme un fou, et puis j'ai continué derrière. Alors j'ai continué à poster tous les jours, à m'améliorer, analyser qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait mieux, etc. Et jusqu'à en août, arrivé en août, où j'avais un peu plus de, enfin j'avais un peu moins, presque 2 000 abonnés, où je me suis dit, tiens, c'est le moment de passer un step. En fait, à ce moment-là, je me demandais comment est-ce que je peux faire pour vraiment agir sur le futur. Ok, c'est le début de mon année de terminale, comment est-ce que je peux vraiment bâtir quelque chose sur du long terme? Et honnêtement, j'avais deux choix. À ce moment-là, j'avais deux idées en tête. La première, du coup, c'était de faire du ghostwriting. Et la deuxième, c'était de devenir un peu, enfin, l'intégrateur d'un mec qui faisait du business en ligne. Pour ceux qui connaissent Marketing Mania, le concept d'intégrateur vous sera familier. C'est finalement l'assistant, le bras droit de Ouais. quelqu'un qui va faire toutes les tâches ingrates, un peu comme Félix le fait, un peu différent avec Anton BM, mais quelqu'un qui va être là vraiment pour épauler et assister la personne, et donc qui va pouvoir apprendre d'elle, qui va pouvoir expérimenter déjà un niveau beaucoup plus élevé que si tu commençais de zéro. Et donc, je voulais devenir l'intégrateur d'Elliot Meunier, étant donné que je suis assez proche de lui, mais il était déjà bien entouré à ce moment-là, il a déjà ses équipes. Je cherchais trois autres personnes. Au final, ça s'est pas fait. Pour le mieux, peut-être maintenant je peux le dire, enfin, on n'en sait rien. Et donc, du coup, je suis parti vers le ghostwriting. J'ai fait mon premier post d'annonce, comme quoi je fais du ghostwriting, post qui a très très bien fonctionné. Je l'ai découvert plusieurs années après, enfin plusieurs mois après. Mais Est-ce que tu peux juste définir le ghostwriting pour ceux qui ne le connaissent pas, ce terme? pardon. Le ghostwriting, c'est le fait d'écrire des posts LinkedIn à la place d'autres personnes. Ouais. Et donc, j'ai fait mon premier post, et c'était d'ailleurs, sans le savoir, mon premier post qui était bien storytellé, où j'ai vraiment raconté une histoire. Et bah, ça n'a pas manqué, le post a fait plus de 50 000 vues. J'ai eu mes premières demandes, derrière, j'ai tout de suite été full en termes de clients, alors que je commençais, que j'avais 2 000 abonnés, c'était complètement fou. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et puis, jusqu'à un petit problème dont je n'ai pas trop parlé, parce que la personne peut être assez derrière virulente, on va dire, et un peu contraignante. Quand j'en parle, je me suis fait un peu niquer. Ça disons les termes. Et donc en décembre, justement, je suis arrivé à me repositionner vers l'IA. Derrière, ça s'est enchaîné assez vite parce que en janvier, j'ai pu réaliser une formation avec Antoine BM. J'ai travaillé avec Mathias Montavon. Donc Antoine BM, c'est l'une des références dans l'infoprenariat français. Ok. Il fait plus d'un million par an rien qu'en vendant des formations. Enfin, il a une très grosse audience. Mathias Montavon, quelqu'un que j'aime beaucoup, un youtubeur que j'aime beaucoup, et créateur de bijoux, volleyeur, etc. Ça s'enchaîne derrière, j'ai commencé à vraiment croître beaucoup plus vite, je suis devenu l'une des références françaises en termes d'IA sur les réseaux. Alors du coup, moi j'étais la référence sur LinkedIn. Mhm. Bientôt, je vais partir sur les autres réseaux en vidéo courte, etc., en vidéo longue aussi. Mais ça s'est enchaîné assez vite, et jusqu'à arriver finalement aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, je bâtis un peu dans l'ombre Fria pour créer voilà, ce projet qui va m'accompagner sur les 5 à 10 prochaines années. Mon objectif, c'est de monter finalement ce projet à 200, 300, 400 000, 500 000 personnes, faire une communauté vraiment de personnes qui peuvent s'entraider, apprendre, permettre à n'importe qui de gratuitement se former sur l'IA, et d'ajouter comme une ligne de compétence à son CV, dire j'ai suivi, voilà, j'ai telle certification Fria, et donc Ouais. que ça valorise son CV, et également devenir la référence numéro un sur l'IA d'ici 10 ans sur l'ensemble de la francophonie. D'accord. Théo, est-ce qu'on peut dire que tu es surdoué, pardon? Est-ce que tu te définis comme une personne surdouée? Je suis précoce, donc je suis au potentiel. J'ai été testé plusieurs fois, Whisk 4, Whisk 5, pour ceux qui connaissent. Donc au dernier test au Whisk 5 que j'ai fait il y a quelques années, j'avais quelque chose comme 155 de QI. D'accord. D'accord. Je voulais savoir,
enfin, tu démarres à 12 ans. C'est vrai que moi, à 12 ans, je jouais à la dinette, je jouais à la marionnette et tout ça. Je voudrais savoir comment ça se passait avec les cours, avec les copains, avec l'entourage, quand on démarre à 12 ans et qu'on a en parallèle bah, l'école. Enfin, il faut s'intégrer dans une communauté, il faut se faire des amis. Enfin, comment tu gérais tout ça? Déjà, j'ai toujours du mal avec le social. Enfin, j'ai sauté une classe, je suis précoce, j'ai parfois un peu de mal à comprendre particulièrement les gens de mon âge, un peu en décalage. Donc, limite, à partir du moment où j'ai accepté que j'étais différent et donc que je faisais mes trucs dans mon coin, ça allait mieux parce que j'étais OK avec ça. J'essayais plus de jouer un rôle et donc, bah, ça devenait plus naturel. Et les gens avec qui j'étais, c'était OK, quoi. Mais j'en parlais pas trop en fait, hein. Puis je faisais pas d'argent à cette époque-là, donc c'est forcément non valorisant. Mais, mais j'en parlais pas trop, et puis en fait je faisais ça en dehors des cours. Par exemple, même là, sur la ligne terminale, où honnêtement je pense qu'on bosse plus en termes, surtout dans mon. Je suis dans un lycée assez. Enfin, j'étais dans un lycée assez compliqué, on va dire, hein, assez bon niveau. Et honnêtement, je pense qu'on bosse beaucoup plus que ce qui peut se faire en école de commerce, par exemple, là où je vais. Ouais, non, quoi. Franchement, ça bosse beaucoup. Et j'arrivais à bosser, en fait, le matin, je me lève tôt, je me levais à 5 heures, je bossais 2 heures à fond en deep work. Derrière, je partais en cours. Genre, j'ai la chance, enfin, la chance, c'est lié à un problème de santé, mais j'ai mon ordinateur en cours. Donc, sur les intercours, sur les moments où j'ai terminé un peu avant, hop, je vais répondre aux commentaires LinkedIn, tac, tac, on gagne du temps, ce genre de choses. Donc, ça se Donc, fait, en fait. ouais, tu C'est étais juste multitâche, quoi. bah, non, j'aime pas le multitasking, mais c'est plus le fait qu'en fait, on a toujours le temps. Quand on dit j'ai pas le temps, non, c'est je prends pas le temps. On a toujours le temps, on peut toujours le trouver 24 heures. 24 heures dans une journée, c'est énorme. Alors oui, ok, on enlève surtout mon sommeil, c'est quelque chose de très important. J'enlève, ok, on va dire 10 heures qui sont dédiées uniquement au sommeil, aux différentes routines liées à côté. Ok, il me reste 14 heures. Je vais avoir quoi? 7, enfin, allez, 10 heures de cours en comptant les transports. Il me reste 4 heures. 4 heures, c'est énorme. 4 heures où je bosse à fond, je suis plus efficace que 90%, voire 95% de la population. D'accord. Ok, Donc, c'est intéressant. du coup, comment penses-tu que l'IA aujourd'hui façonne l'avenir de C'est l'écriture? intéressant comme question. Et les deux sont liés, mais je pense pas dans ce sens. Enfin, ou aussi, finalement, c'est l'écriture qui va conditionner une partie de l'IA, parce qu'aujourd'hui, enfin, la manière la plus commune pour l'utilisateur lambda, pour les entreprises, mais enfin, le consommateur classique, c'est l'écrit, pour s'adresser à l'IA, pour utiliser l'IA, etc. Donc, Mhm. et c'est l'écriture. Donc, il y a un lien qui va devenir important, et je sais pas à quel point c'est un peu finalement un peu la fée la poule, puisque c'est celui, enfin, on peut se servir de l'IA pour écrire, mais il faut écrire pour parler à l'IA, et donc on peut créer une boucle de simplement lancer une instruction et que l'IA écrive pour une IA, etc. Mais bref, on va revenir plutôt à l'écriture, sujet de base, parce que j'ai très bien compris la question, mais que je gagne du temps pour réfléchir. Euh, Moi, je voudrais répondre aussi parce que j'ai une potentielle idée à ça. C'est que, par exemple, aujourd'hui, les ghostwriters, ils s'inspirent de l'IA à travers ChatGPT Mhm. pour pouvoir écrire, enfin, moi en tout cas, de ce que je L'IA vois. telle qu'elle est aujourd'hui, à part en fine-tunant un modèle, et du coup, fine-tuner, c'est prendre un modèle déjà entraîné et apporter une base de données supplémentaire pour spécialiser le modèle dans une tâche très précise. À part en faisant ça sur de l'écriture, sur assez de contenu, c'est impossible d'avoir une IA de bonne qualité pour l'écriture. Par contre, en faisant ça, oui, le résultat est bluffant et on peut atteindre 95 à 99% de proximité avec le style d'écriture originel. Donc, je connais des amis qui n'écrivent plus leur poste. D'ailleurs, ça m'amène à ma question. Est-ce que toi aussi, quand tu as démarré le ghostwriting, tu t'es servi de l'IA pour Oui, pouvoir... elle existait, mais personne s'en servait à l'époque et on connaissait pas. D'accord. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours dans le ghostwriting d'ailleurs? Du tout. J'ai complètement arrêté du coup en décembre. D'accord. Ça m'a un peu, mes aventures un peu compliquées, on va dire, m'ont un peu dégoûté du ghostwriting, pour être honnête. D'accord. Et donc, par exemple, tu pourrais carrément écrire une formation sur comment générer ses premiers revenus grâce au ghostwriting. Est-ce que tu penses avoir la maturité nécessaire pour pouvoir accompagner des gens dans ce business du Ah bah, 21e siècle? je pense pas que ce soit un business qui soit vraiment voué à continuer longtemps parce que honnêtement, le ghostwriting, c'est un milieu qui paye très cher. Ouais. Honnêtement, les ghostwriters s'en mettent plein les poches assez facilement. Mais justement, vu les sommes, Mhm. autant entraîner un modèle, quoi. Ça prend, enfin, les budgets, globalement, entraîner un modèle, ça peut coûter l'équivalent de mois de ghostwriting, tout simplement. Enfin, ça dépend de la personne avec qui on passe, mais bon. Je pense pas que c'est un truc d'avenir. Mais oui, j'avais même pour projet à une époque de créer une école de ghostwriter.
et derrière, parce que c'est à l'époque où j'avais beaucoup trop de demandes entrantes, enfin beaucoup trop de leads sur le ghostwriting. J'avais quelque chose comme 3 demandes par jour, ce qui est aberrant. Mais j'ai pensé à créer une école là-dessus. Donc, oui, je pourrais. C'est comme je pourrais faire une formation pour créer une audience sur LinkedIn, mais c'est pas la vision et l'image que j'ai envie de renvoyer sur les prochaines années. Ce D'accord, serait rentable à court terme, mais à long terme, ça nuirait à l'image et à l'histoire que je veux créer et raconter. d'accord. Et donc, à la rentrée, enfin, dans quoi, dans même pas une semaine, tu rentres dans une école de commerce. Pourquoi avoir Oui. choisi une école de commerce et pas potentiellement, on se serait dit, bah, une école pour améliorer tes compétences dans l'IA, donc une école d'ingénieur, par exemple. Pourquoi avoir choisi une Ah, école de commerce? ok. Déjà, il y a beaucoup de gens qui pourront se demander pourquoi une école, mais euh, globalement, enfin, il y a plusieurs raisons à ça. La première, déjà, je vais répondre à pourquoi une école. Pourquoi une école, c'est que la première, c'est pour mes parents, c'est que littéralement, j'avais pas le choix de faire des études. La deuxième, c'est que en termes de levier immobilier, enfin, le faire du levier avec de la dette, on peut faire du levier avec de la dette sans avoir le tampon d'une école. On peut partir avec un levier 3, 4, 5, etc. Ça dépend de ce qu'on a derrière pour appuyer. Mais le nom d'une école, parce que c'est des stats, et les banques prêtent à des grandes quantités, elles ne peuvent pas faire du détail. Donc sur les stats, ceux qui ont les tampons des écoles le remboursent mieux, etc. Donc on peut leur accorder plus de levier. Et donc avoir le tampon d'une école me permettra forcément de pouvoir gagner plus de levier. Peut-être que je gagnerais 2, 3, 4 points de levier. Bah ouais, mais si tu pars avec 6 millions, enfin, si tu pars avec 10 millions, le partir avec 6 millions en ayant apporté 1 million, ah bah ça fait la différence, ça c'est quand même pas mal. C'est pas rien. Donc c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est pour le réseau, mais pas dans le sens de rencontrer les personnes, mais c'est pour le biais d'appartenance, le biais psychologique. Et je l'ai vu, d'ailleurs, j'ai déjà vu, alors que je suis même pas encore entré, mais simplement j'ai le tampon déjà. C'est que du coup, toutes les personnes qui sont à l'ESSEC, comme moi, vont naturellement avoir ce lien ami, enfin, la proximité qui va se créer parce qu'il y a le biais d'appartenance au groupe ESSEC, qui Hmm. fait que naturellement, on va être plus à l'aise avec ces personnes-là et que les relations vont se créer beaucoup plus facilement. Et simplement, je connais des gens, enfin, des gens que je connaissais déjà à l'ESSEC, mais avant de savoir que j'allais, voilà, je les connaissais. Et entre-temps, bah, certaines d'entre elles sont devenues des amies proches parce que ça s'est naturellement renforcé, surtout depuis bah, que je t'ai accepté à l'ESSEC. Donc, le biais d'appartenance joue quand même beaucoup. Et D'accord. donc, une école de commerce, c'est pas une école d'ingé, par exemple. Euh, Bah déjà parce que je m'y suis pris trop tard, en fait, hein. J'ai vraiment, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la tech, etc., mais j'avais pas vraiment cette passion pour ça. Enfin, ça m'intéressait beaucoup, mais j'étais pas à fond dedans. Donc, bah, dans tous les cas, je savais que j'allais faire du commerce, j'allais monter des boîtes. Donc, la voie qui me paraissait logique, c'était le commerce. Même si en vrai, on se rend compte que même pour faire du commerce, c'est parfois souvent plus intéressant de faire de l'ingé. Comme ça, tu peux développer ton produit et le commerce, ça prend plus facilement, on va dire, que l'ingé. Mais donc, parce que du coup, voilà, j'ai fait mes choix il y a quelques années de partir vers du commerce et que ça se prépare assez tôt. Mais le vrai regret que j'ai par rapport à ça, ce qui aurait vraiment été mieux, ça aurait été les universités américaines. Sauf que je m'y suis pris trop tard, que je l'ai pas préparé assez tôt. Et donc, bah, que je n'ai pas, enfin, j'ai pas même pas pu le tenter parce que en fait, j'y ai pensé trop tard, quand je me suis rendu compte trop tard que c'était quand même En beaucoup tout mieux. cas, déjà, l'ESSEC, c'est un très bon choix, hein. Donc, je pense que côté réseau, tu auras de quoi faire. En plus, comme tu as parlé d'appartenance, je pense que tu auras, enfin, il y aura ça, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, il y a les alumni, mais en soi, je connais déjà, enfin, je pense dans mes, justement, j'ai beaucoup d'abonnés de l'ESSEC. Je dois avoir 400 étudiants de d'accord, l'ESSEC rien ok. que dans mes abonnés. Moi, je trouve que tu as une approche assez fantastique pour inciter les jeunes à s'impliquer de plus en plus dans l'IA. Du coup, comment tu envisages aujourd'hui d'inspirer des Bah, jeunes? en continuant à partager justement mon parcours, en partageant du coup ce que je peux accomplir, aussi les côtés positifs. Enfin, je sais que parfois on peut critiquer, par exemple, quand je fais des posts où je parle de ce que je gagne, je fais des posts où je raconte des trucs forcément, voilà, où je fais un peu le vendeur de rêve parfois, mais c'est Yomi Denzel qui en parle. Je préfère vendre du rêve que t'as peut-être 8 personnes sur 10 qui échouent, mais ok, t'as perdu 2 ans de ta vie, c'est pas si grave que ça, et que t'en as 2 sur 10 que ça change leur vie. Ils l'auraient pas fait si jamais je leur ai pas vendu du rêve, alors que là bah maintenant que je leur ai donné l'inspiration, ouais, ça va être dur. Ok, le chemin, je vais pas te mentir, le chemin il va être compliqué. Par contre, si tu y arrives au bout, tu vas kiffer. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Donc voilà, j'ai un peu cette vision-là de faire des podcasts comme cela pour partager justement mon histoire, de raconter ça à travers mes posts, de essayer d'en parler au plus de monde. Il y a aussi potentiellement une campagne qui se prépare dans les lycées, mais bon, je peux pas forcément trop parler. Enfin, il y a pas mal de choses qui se préparent, donc j'essaye quand même, vu étant donné que
mon objectif de vie et que finalement tout ce que je fais a un lien, je me rends compte après coup que tout ce que je fais, même quand je n'y pense pas au départ, a finalement un lien direct ou indirect avec l'éducation. Voilà, ça reste quand même quelque chose qui est au cœur de mes valeurs et donc au cœur de mes actions. D'accord. Ouais, Ok. super intéressant. C'est vrai que moi, l'entrepreneuriat s'est imposé uniquement quand j'ai terminé mes études parce que, enfin, je veux dire plutôt un an avant la fin, parce que je faisais une alternance et enfin, le fait de voir des personnes passer toute leur vie dans des bureaux et tout ça, ça a été vraiment un choc et je me suis dit, je peux pas finir comme ça parce que j'y arriverai pas. Ouais. Mais toi, du coup, tu dis que c'est grâce à tes parents, à ton Je l'ai entourage que tu as eu. vraiment et du coup j'essaie de montrer que c'est possible à plus de monde parce qu'à l'époque, enfin, et mais encore, même moi, enfin, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance déjà d'être né à une époque où c'est possible d'entreprendre jeune grâce à Internet, grâce à tout ça. Ça aurait été impossible il y a 50 ans. Et la chance d'avoir été exposé assez tôt. Et j'essaie de le transmettre à plus de monde justement pour que plus de jeunes s'en rendent compte. Je connais plein de jeunes qui ont envie de faire des choses folles, mais qui n'osent pas, qui se disent que c'est pas possible, etc. Alors que si, ça l'est, mais il faut juste leur dire et leur Tout à montrer. fait. Et que Et qu'est-ce que tes parents en pensent de tout ça? Quelle est l'image qu'ils ont de toi par rapport à ça? déjà, ils sont très fiers, forcément, mais enfin, mon père est entrepreneur, donc mon père me pousse à fond dans ce que je fais, etc. Vraiment, il m'encourage complètement. Ma mère, du coup, l'a aussi rejoint dans l'entrepreneuriat, mais ma mère vient quand même de l'ancienne école, à privilégier vraiment à fond les études, euh, où c'était, enfin, à privilégier la voie classique. Parfois, mon père se dit, bon, si tu peux contourner un peu pour autant que tu arrives à la destination, voilà, le chemin, c'est la plus important. Ma mère était quand même toujours, bah, c'est simple, je pouvais faire ce que je voulais en termes d'entrepreneuriat, en termes de confiance, tout ce que je voulais, tant que j'avais une bonne moyenne. Et donc, tant que j'avais mon école derrière. Au final, bon, je l'ai complètement cartonné au concours, etc. Donc, aussi grâce à ça. Je sais pas si j'aurais été aussi impliqué sans ma mère. D'accord. Est-ce qu'on peut aller maintenant dans le vif du sujet? C'est vrai que depuis, je vais pas y aller, mais je pense que ça, c'est important parce que c'est pour ça qu'il y a le podcast. Donc, ça veut dire que c'est depuis décembre que tu as démarré avec l'IA. À fond, ouais. Ouais. Donc, moi, ma question, c'est, par exemple, il y a des écoles carrément où on fait 5 ans avant de pouvoir enfin, se dire expert. Et même tellement l'IA est vaste que c'est difficile de dire je maîtrise. Alors, Ouais. moi, ma question, c'est, tu as appris d'où? Enfin, par comment est-ce que Ouais. voilà, comment est-ce que tu as Déjà, fait pour apprendre? moi, honnêtement, aujourd'hui, je sais, enfin, je sais pas coder de modèle, enfin, je sais pas, voilà, créer une database de plusieurs milliers de dimensions, je sais pas, voilà, les conférences d'NVIDIA, je comprends pas toujours tout. J'essaye justement au fur et à mesure de me former, mais je comprends pas tout et c'est pas mon domaine d'expertise. Par contre, du coup, là où vraiment je suis devenu extrêmement bon, là où j'ai passé beaucoup plus de temps que n'importe qui, c'est sur l'utilisation des IA, connaître quel type d'IA existe, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment fonctionnent les modèles, etc. Et comme justement j'ai le point de vue de quelqu'un qui n'est pas technique, et ben, je peux l'expliquer et le comprendre de la même manière que les personnes qui ne sont pas dedans. Et donc parfois, je peux même mieux l'expliquer que quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus le cœur technique, parce que j'ai cette vision plus débutante finalement de ce point de vue technique, sur lequel d'ailleurs je suis en train de me former intensivement depuis quelques mois, justement pour aussi compenser. Mais oui, je ne rattraperai pas tout de suite ce côté technique-là. Par contre, là où je compense, c'est sur l'utilisation des IA. Finalement, je suis plus expert sur l'utilisation des IA que sur les IA réellement. C'est vraiment ce que je voulais dire en fait, c'est que toi, du coup, tu réussis à dire, voilà, l'IA, la construire, c'est pas forcément ce que tu fais, enfin, les construire, mais en tout cas, les utiliser. Et c'est que grâce aussi à l'audience que j'ai pu développer, etc. Aujourd'hui, par exemple, je bosse avec Lilian Delarue, qui a créé l'agence Optia, qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait, qui est très bon côté technique, qui est une agence de développement spécialisée dans les modèles d'IA. Et lui, par D'accord. contre, beaucoup plus cette partie technique. Et est-ce que, c'est vrai que c'est pas vraiment ton domaine, mais est-ce que tu peux un peu nous citer les différents types d'IA qu'on peut retrouver? Quelques types en tout cas, pas forcément tous. Bah, celui déjà qui est extrêmement à la mode depuis quelques mois, c'est, enfin, voire un peu plus, c'est l'IA générative. Donc, qui va générer finalement à partir du modèle, en fait, c'est un modèle prédictif. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça, à partir des données entraînées, à partir du coup de l'instruction à l'utilisateur, ça va prédire la solution la plus probable. Et donc, c'est pour ça que ChatGPT peut répondre des choses fausses, parce que aussi, ça c'est conditionné pour que ce soit le plus probable soit toujours vrai. Enfin, c'est complètement improbable pour ces modèles de ne pas répondre, de dire je ne sais pas. Donc ils vont toujours tenter de répondre même s'ils savent pas. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent dire des conneries. Mais c'est aussi pour ça que Midjourney peut générer des images auxquelles on n'aurait pas pensé, que les différents modèles, voilà, parfois ont des hallucinations, à la fois positives et négatives, mais c'est voilà, différentes choses comme ça.
Ensuite, il y a les modèles un peu type, enfin, les modèles algorithmiques que je n'ai pas trop pensé, surtout sur la partie technique, mais tout ce qui concerne finalement enfin, les algorithmes de plateformes de contenu sur TikTok, YouTube, Instagram, etc., qui va finalement décider quels contenus vont être mis en avant. Ça, c'est de l'IA, c'est entraîné à partir des données des utilisateurs pour déterminer qu'est-ce qui va le plus plaire à cet utilisateur. À savoir aussi, par exemple, c'est pas uniquement montrer le meilleur contenu. On peut avoir l'impression que, par exemple, sur TikTok, là où ils sont extrêmement forts, ce qui rend le plus addict, c'est de ne pas avoir toujours un très bon contenu. C'est de ne pas savoir si le prochain contenu sera bon ou pas. Et donc, le fait de ne pas savoir rend complètement addict au fait de scroller. C'est d'ailleurs aussi ce qui fait la réussite de tous les jeux vidéo sur les matchs, etc. Parce que quand on lance une partie, on ne sait pas si on va gagner. Et donc, on ne sait pas si on aura notre shoot de dopamine à la fin. Et donc, c'est ça qui rend complètement addict. Voilà. Sur le voilà, j'ai un peu digressé. Mais je modèle d'IA, ensuite il y a des IA, voilà, ça dépend encore, ça dépend de la définition d'IA parce qu'il y a énormément de définitions différentes. Par exemple, celle de Luc Julia, qui est aujourd'hui l'un des experts mondiaux les plus reconnus sur l'IA. Dans sa définition, l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est le titre un peu polémique de son bouquin. Et il appellerait, enfin l'intelligence artificielle qu'on appelle aujourd'hui, lui il l'appelle intelligence augmentée. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est finalement tout ce qui est capable de réaliser ou de commander des actions qu'un homme aurait dû faire. Donc ça concerne aussi, par exemple, les machines dans les usines qui fabriquent des voitures depuis plusieurs décennies. Pour moi, c'est aussi de l'IA. Mais ça dépend de chacun sa définition par rapport, voilà. Mais donc c'est aussi quelque chose d'important. D'accord. En parlant d'IA, avec la sortie de ChatGPT, il y a eu beaucoup de débats et beaucoup de personnes ont redouté le fait que les intelligences artificielles puissent maîtriser l'humanité un jour. Du coup, toi, aujourd'hui, quelle est ta vision de cette relation complexe entre l'IA et l'humanité? Honnêtement, c'est possible. C'est pas, enfin, ce serait mentir que de dire que c'est impossible, étant donné que voilà, on sait que c'est possible et enfin, ça peut arriver. On sait aussi aujourd'hui que enfin, la plus probable cause de l'extinction humaine par les IA, ce serait à cause d'un problème d'alignement. Donc, pour expliquer rapidement ce que c'est, ce serait en fait que comme l'IA serait déterminée du coup à une tâche précise, elle serait pas en alignement avec les autres objectifs des humains. Et par exemple, on lui donne voilà, son objectif ultime, on entraîne un modèle, son objectif ultime, c'est de faire en sorte que, je sais pas, on crée le plus de boulons possible. Et elle se rend compte, en fait, après voilà, pas mal de tests, etc., que la manière la plus optimisée pour créer le plus grand nombre de boulons possible, ce serait d'exterminer la race humaine pour avoir plus de ressources produites chaque année par la Terre et donc de pouvoir, avec des machines, créer le plus de boulons possible. Parce que l'alignement ne prend pas en compte ça et que c'est extrêmement compliqué de faire comprendre le sens des actions linéaires et juste un objectif et c'est un modèle mathématique. C'est pas capable d'une réflexion, enfin ça dépend si on appelle réflexion complexe, mais c'est pas capable de comprendre, ok, je dois faire ça dans tel paradigme avec telle considération, etc. Et c'est la cause la plus probable de l'extinction des humains par les IA, en tout cas telle qu'on fait les calculs aujourd'hui et de ce qu'on connaît aujourd'hui, ça peut très bien évoluer, et c'est pour ça que beaucoup de gens planchent sur le sujet. D'accord. Et c'est quoi ta Ok. cible aujourd'hui, la Ouais. cible de Fria et la tranche d'âge La qu'elle essaie tranche de d'âge, couvrir? il n'y a pas de tranche d'âge, c'est de 15 à 75 ans, c'est n'importe qui veut finalement apprendre, n'importe qui est encore jeune dans sa tête, assez jeune pour vouloir se dire, ok, tiens, je suis pas à la ramasse, j'ai envie de découvrir ce nouveau domaine, j'ai envie d'apprendre facilement, gratuitement, en quelques minutes, au moins de me tenir au courant, découvrir ce truc qui passionne les jeunes et qui passionne tout le monde au final, qui passionne les grandes entreprises, passionne les journaux, qui passionne n'importe qui. Et la cible, voilà, c'est n'importe qui veut apprendre, mais surtout au départ, voilà, c'est les personnes qui veulent s'en servir à titre professionnel, qui veulent s'en servir, voilà, pour ajouter ça sur leur CV, pour peut-être gagner en compétences, gagner du coup en galon, gagner au fur et à mesure en expertise sur leur sujet, aller plus vite, être augmenté. Mais à terme, le but, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Est-ce que tu peux donner un cas pratique sur lequel Fria pourrait justement permettre à ces personnes-là d'atteindre leurs objectifs? Ok, bah déjà, je vais parler des features qu'il y a déjà et celles qui vont arriver. Par exemple, ok, demain tu veux générer une image avec de l'IA, tu sais pas trop comment faire, tu sais que la meilleure c'est Midjourney mais t'as pas envie de dépenser 20 € par mois ou quoi. Ok, tu vas sur Free.art, tu peux utiliser Midjourney gratuitement. Parce qu'il y a une petite solution qui a été développée, qui contourne un peu les systèmes, qui permet, enfin qui a été développée par Lilian d'ailleurs, qui permet à n'importe qui sur le serveur Free.art de générer des images avec Midjourney en fait, et tout le monde utilise le même compte Midjourney. Petit truc et qui permet donc de générer gratuitement des images avec Midjourney. D'accord. Ce qui est complètement fou.
Ou alors simplement tu veux te tenir à jour parce que dans ton domaine, enfin la veille c'est important, même pour comprendre ce qui se passe, et cetera, rester au courant. OK, bah, tu rejoins le serveur, tu dois répondre à 3 questions. Mais bon, bientôt il y en aura plus. Mais ça te permet en fait de personnaliser pour que chaque jour tu reçoives tous les matins sur Discord un message avec les news journalières adaptées selon ta situation, etc. Ce que je trouve complètement dingue. Imagine demain, voilà, tu as envie d'avoir que des trucs qui sont liés de près ou de loin au mail, parce que ton métier c'est pas possible, mais ton métier ne concerne que les mails. Ok, bah tu vas avoir des news sur les IA qui vont être, du coup à chaque fois ça va t'expliquer ok, quel est le rapport avec les mails, comment on peut s'en servir dans les mails, etc. Ce qui est un truc complètement ouf. Autre truc qui va être développé bientôt, qui n'est pas encore développé, mais ça devrait arriver maximum d'ici 2 mois, c'est une sorte de second cerveau collectif intelligent, donc réunir intelligence collective et intelligence artificielle, où n'importe qui peut finalement, dès qu'il découvre un outil, le mettre dans la base de données, expliquer enfin une ligne, enfin une phrase, ce que fait ce modèle, et ensuite dès que n'importe qui a besoin d'un outil, tiens, voilà, j'ai ce long aïe, j'ai ce long, j'ai ce long juridique, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie, voilà, ou je sais pas, j'ai besoin de rédiger un truc juridique ou n'importe quoi. Ok, je vais taper juridique, contrat, document sur la base de données, et le modèle va me sortir les 5 meilleurs outils qui font ça avec la ligne de description, avec le site internet, et donc derrière, je peux trouver les outils beaucoup plus facilement, sans le système de référencement classique des sites, voilà, qui répertorient les sites, et au final, c'est très compliqué de trouver des outils vraiment qualifiés. D'accord, bah, super intéressant, enfin, toutes les solutions du coup que ça va couvrir. Et donc, le grand lancement, c'est prévu pour lundi, c'est bien ça? Lundi le 4. Genre, alors que sur du coup LinkedIn, newsletter et le podcast, j'ai aussi un podcast Free.a, mais c'est aussi prévu très bientôt du coup de me lancer en vidéo. C'est un truc que je repousse depuis trop longtemps, mais je me suis rendu compte que j'avais un concurrent, une autre communauté enfin, française qui existe, qui honnêtement, sur laquelle je m'inquiète pas trop, mais qui du coup me donne la niaque, qui fait faire que je vais me lancer beaucoup plus vite en vidéo, à la fois vidéo courte sur pas mal de réseaux. J'ai la chance, j'ai beaucoup d'amis qui sont très gros sur les réseaux en vidéo courte qui vont pouvoir m'aider, et également en vidéo longue. Donc voilà, pour beaucoup plus convertir, créer une audience sur du long terme. J'ai déjà ma stratégie, etc. Normalement, d'ici quelques semaines, les premières vidéos sont en ligne. D'accord. Quel conseil à partager avec des jeunes qui cherchent à suivre tes traces dans ce que tu fais? Ouais, bah déjà de suivre ce que je fais sur LinkedIn, de créer un compte LinkedIn et d'ajouter surtout des personnes en anglais. C'est la meilleure qualité en anglais. Et, euh, et de voir bah, la meilleure manière, c'est de se dire, ok, honnêtement, ce que je conseille aujourd'hui aux jeunes, c'est pas de lancer leur propre truc, c'est de regarder, de réussir à trouver quelqu'un qui est déjà implanté dans le business, qui a déjà des choses en place, etc. Et de se demander, ok, qu'est-ce que je peux lui apporter pour me greffer à lui et qu'il puisse m'enseigner les choses, que je puisse découvrir à ses côtés, me connecter à son réseau, etc. Essayer de trouver une personne qui peut aider en faisant les tâches ingrates dont je parlais à l'intégrateur là-dessus. Euh, Honnêtement, celui qui voudrait voilà, se rapprocher de moi ou quoi, c'est rejoindre le Free.a, être actif, essayer de se renseigner sur l'IA, peut-être de créer ses propres cours sur l'IA et de les mettre sur Free.a, etc., de devenir modérateur, et pour ensuite, du coup, rentrer, enfin, finalement, devenir une des références de la référence française pour apprendre l'IA. D'accord. C'est assez intéressant parce que du coup, durant ce podcast, bah, tu as beaucoup fait mention du réseau, du fait que Ouais. pour pouvoir progresser et grandir, en fait, il faut surtout penser comment est-ce que je peux aider les autres. Et ça, c'est Ouais. important parce que je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs pensent plutôt comment est-ce que je peux progresser par moi-même ou bien comment les gens peuvent me faire progresser, mais ils pensent pas comment est-ce que je peux aider les gens à progresser. Parce qu'en fait, c'est un peu un effet, je sais pas comment on appelle ça, mais et donc une fois que la personne progresse, bah, ça me permet de progresser parce que je suis quelque part lié à cette personne-là ou bien elle a besoin de moi grâce au service que je lui ai proposé. Elle a Donc, besoin de moi, mais en fait, c'est créer sa réputation au fur et à mesure. Et puis même si j'aide une personne, et bah, peut-être que c'est une autre qui me le rendra, etc. Et c'est sur du long terme, c'est bien plus pertinent. Simplement, on en parlait tout à l'heure. Tu m'as découvert grâce au podcast que j'ai pu faire chez Alec Henry. Alec, comment est-ce que enfin, c'est lui qui est venu me demander parce que j'ai rendu des services à quelques amis du coup qu'on a en commun, qu'on lui a parlé de moi et que du coup je me suis construit une très bonne réputation dans l'écosystème français en aidant des gens, etc. En étant toujours au contraire à donner de la valeur gratuitement. Donc il a eu plusieurs bons échos, il m'a découvert aussi à travers des posts, ce qui lui a fait dire, bah tiens, je vais l'inviter au final dans l'épisode avec Alec, qui a une grosse partie qui est dédiée au networking, au réseau, ce qui est finalement un truc hyper important. Euh, voilà, apporter de la valeur, rencontrer les gens, chercher à créer des relations, c'est aussi ce qui m'a permis de rentrer dans des cercles. Par exemple, je suis au navire, maintenant le navire c'est une asso de créateurs de contenu, en cumulé, c'est quelque chose comme 100 millions d'abonnés.
Parce que j'aurais jamais pu rentrer dedans D'accord. autrement que par le réseau, rencontrant telle personne, rendant un service et cetera. Et donc c'est vraiment ça qui te permet derrière de progresser et la vraie richesse d'entrepreneur qui réussit, c'est pas son argent, c'est un peu ses compétences, mais ça s'apprend, c'est son réseau, très clairement. Et comment est-ce que tu réponds aux haters qui du coup vont essayer bah, de te décrédibiliser, de parler de ton âge, du fait que tu es trop jeune pour les termes que tu abordes. Comment est-ce que tu fais par rapport à ça? Ah, ça dépend que si c'est du hater ou de la critique, si c'est critique constructive, c'est toujours intéressant, ça permet de progresser. Si c'est un mec qui attaque juste pour attaquer, bah ok, cool. Enfin, soit j'ignore, soit si c'est juste déplorable et que ça nuit à la qualité globale, je supprime voilà, le commentaire. Si c'est juste une critique gratuite, bah, je l'ignore, c'est pas intéressant. Et ça, c'est secret parce que ça touche énormément. C'est qu'il faut être insensible à la fois aux commentaires positifs et aux commentaires négatifs. Parce que très très vite, on se fait complimenter, il y a des félicitations, etc., des bravos, des trucs comme ça. Surtout forcément, je le sais, je suis jeune, voilà, c'est ma plus grande valeur, c'est mon potentiel. On me félicite très souvent de ce que je peux faire à mon âge. Ok, mais heureusement que j'écoute pas ça parce que sinon, la première personne qui me critiquerait, ça me toucherait énormément et je serais roulé en boule dans mon lit pendant 3 jours sous la couette avec une glace. Voilà, c'est pas possible. Donc, simplement devenir insensible à la fois aux compliments positifs et négatifs et se rappeler que c'est juste des téléphones qui nous parlent.